Bonjour à tous, installez-vous. On va pouvoir commencer, je crois. Merci d'être là. Alors, je suis très heureuse de rencontrer aujourd'hui devant vous et de partager une conversation avec Sophie Loubière, qui est l'autrice d'un roman remarquable qui s'appelle Obsolète, et Martin Lichtenberg, auteur d'un roman non moins remarquable qui s'appelle La Roche. Je me permets de dire remarquable parce que j'ai lu les deux avec infiniment de plaisir et que je suis ravie d'échanger à ce sujet. Alors, Sophie, vous avez publié Obsolète chez Belfond Noir. Vous avez déjà publié près d'une douzaine de romans, de recueils de nouvelles. Vous avez écrit, je crois, de nombreuses fictions pour la radio. Vous êtes journaliste et autrice. Certains de vos romans ont été particulièrement récompensés et reconnus. Je pense en particulier à L'Enfant au caillou, qui est paru en 2011 chez Fleuve Noir, et également aux 5 cartes brûlées, qui est chez Fleuve Noir aussi, je crois, et qui a eu le prix Landerneau Polar, si je me souviens bien. Voilà. Et quant à vous, Martin, votre La Roche a été publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, et c'est votre premier roman. Voilà, alors je crois pouvoir rajouter aussi que vous êtes également un grand voyageur et que vous travaillez, en plus d'écrire, comme régisseur sur des plateaux de tournage. Vous avez fait des études de cinéma, je crois. Oui, absolument. Voilà. Alors voici un peu la présentation un peu classique qu'on a. Et la première question que j'avais envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est si vous pouviez choisir, vous, en tant qu'auteur, de vous présenter de manière un peu détournée, un peu plus originale, un peu différente, qu'est-ce que vous diriez de vous-même en tant qu'auteur et autrice ? Je me lance. Je dirais que je suis avant tout une romancière de l'émotion et du réel, les deux étant intimement mêlés par l'imaginaire et le besoin de dire, le besoin de dénoncer aussi parfois. Donc pour moi, écrire, c'est m'engager avant tout. Et je dirais, pour paraphraser un ami poète, Richard Rognier, qui est un auteur qui, je l'espère, est à la médiathèque, il a écrit une très jolie chose. Il a dit « Ce n'est pas le poème qui m'écrit, ce n'est pas moi qui écris le poème, c'est le poème qui m'écrit ». De la même manière, je dirais que je n'écris pas mes livres, ce sont mes livres qui m'écrivent. C'est absolument flagrant dans Obsolète, ce que vous dites là. Martin ? Moi, je pense que... Alors moi, déjà, effectivement, j'ai publié qu'un roman, donc c'est plus compliqué de tirer une conclusion. Mais je dirais que je suis un écrivain assez inventif, si je puis dire, dans la mesure où j'ai toujours tout un tas d'images et de petites bulles d'imagination qui sont présentes dans ma tête. Et je pense que je m'inspire énormément de la société, de l'humain, et que j'ai toujours un regard assez décalé là-dessus, assez décalé, un petit peu cynique aussi, mais avec beaucoup, beaucoup de tendresse pour cette belle créature que nous sommes. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivés à l'écriture l'un et l'autre ? Est-ce que c'est une vocation de longue date ou peut-être on peut laisser Marc. Je prends le relais. Du coup, moi j'ai commencé, mes premiers contacts avec l'écriture, c'était en classe de 4e parce que je devais écrire une nouvelle à la manière, un peu à la manière de Maupassant. On étudiait Maupassant à ce moment-là. Et j'avais pris énormément de plaisir à écrire cette nouvelle. Et du coup, ma prof de français avait adoré. Et du coup, c'est une expérience qui m'avait marqué. Et j'ai toujours gardé ça depuis dans un coin de ma tête. Mais il m'a fallu un certain temps avant de me dire que l'écriture pouvait être une activité sérieuse, si je puis dire. Et c'est pour ça que j'ai fait des études de cinéma, en me disant que ça pouvait allier l'écriture à un milieu peut-être un peu plus stable économiquement. Et finalement, je suis revenu à l'écriture et je suis ravi de ce choix. Voilà. Pour moi, c'est un parcours qui n'était pas du tout prévu, l'écriture. Étant petite, j'étais dyslexique. J'avais 0 à toutes mes dictées jusqu'en CM1.
Et on a eu donc un diagnostic qui a été posé. À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas d'accompagnement, on ne connaissait pas trop ce qu'était la dyslexie. Enfin, on pensait encore qu'on était des gros fainéants et qu'on était un peu bêtes. En fait, la dyslexie, c'est tout le contraire. On est tout le contraire de fainéants. On a le cerveau qui travaille 10 fois plus vite. Et en général, on a un QI supérieur. Ceci étant dit, je n'en avais pas du tout conscience. Et donc, je ne voulais pas passer en 6e parce que je pensais que j'allais me ramasser. Et j'ai eu d'excellents professeurs tout de suite, notamment de français, qui m'ont encouragée, qui repéraient bien mes difficultés à l'écrit, qui étaient essentiellement sur l'orthographe. Et puis un peu la conjugaison, la grammaire. Mais en revanche, pour la structure, l'imaginaire, la façon de caractériser les personnages, toutes les références littéraires, je les avais parce que j'étais une très grande lectrice. Et donc, petit à petit, j'ai fait mon chemin dans l'écriture, mais je ne pensais vraiment pas être romancière. Pour moi, c'était plié dès le départ. Je pensais plutôt être actrice à Hollywood. Voilà, ça me semblait un objectif plus atteignable. Finalement, non. Je suis devenue romancière grâce à la radio, puisque mes premiers écrits, récompensés d'ailleurs, datent de 95. C'est des fictions que j'ai écrites et qui ont été lues par Claude Chabrol. Ça s'appelait Les Petits Polars de Claude Chabrol. Et ça m'a valu mon premier prix SACD, meilleur jeune auteur. Donc c'est ce prix qu'on me donne pour avoir tué des gens qui fait que je suis devenue autrice du jour au lendemain et que j'ai accepté ce magnifique revers de médaille. Et comment vous avez rencontré votre éditeur, vous, Sophie d'abord, et puis Martin aussi, voilà, comment est-ce que vous avez rencontré votre éditeur et comment est-ce que vous définiriez la relation avec l'éditeur, l'édition? Donc, je rappelle que c'est Belfond Polar pour celui-ci et les éditions Héloïse d'Ormesson pour vous, Martin. Alors, je vais juste parler de ma rencontre avec Belfond parce que j'en ai rencontré d'autres avant. D'autres avant, oui. J'étais jusqu'à présent publiée chez Fleuve Édition, Fleuve Noir, depuis une dizaine d'années. Mais je sentais qu'il y avait une forme de lassitude ou d'essoufflement avec cette maison qui a eu un énorme turnover ces dernières années. Donc, j'ai rencontré pas moins de 4 éditrices, 3 directeurs commerciaux, 3 responsables libraires. Et donc, à la fin, je ne savais plus à qui je parlais. Et dans ces conditions, ce n'est pas évident de se sentir porté par sa maison. J'avais besoin d'une maison peut-être un petit peu plus petite, peut-être un peu plus attachée au texte, au travail littéraire. Et c'est grâce à mon agente Lila Zewald que j'ai rencontré Karine Verschave, qui a tout de suite aimé le projet qui existait sous forme de un projet comme un projet de série, en fait. J'avais mis des photos, j'avais expliqué l'histoire, il y avait un synopsis, il y avait des images pour le décor, des acteurs pour représenter les personnages du roman. Et il y avait 40 pages. Et sur ce dossier, ce document, Karine a dit oui. Et je lui ai dit, mais attention, Karine, je vous préviens, il n'y aura pas de crime. Parce que ce n'est pas un polar. Elle me dit, mais ce n'est pas grave, c'est une dystopie, ça me plaît, le sujet me plaît beaucoup. Et c'est en écrivant, au fur et à mesure, que, évidemment, l'idée d'intégrer une scène de crime dans ce roman était essentielle. C'est ce fameux révélateur qu'on plonge dans le gobelet et qui ressort, ah, il y a un truc qui ne va pas là. Absolument. Je vous pose la même question, mais je garde juste bien précieusement le mot que vous venez d'utiliser, à savoir dystopie, parce que je voulais vous parler de ça après. Mais cette question du rapport à l'éditeur m'intéresse beaucoup aussi. Chez vous, Martin? Alors moi, du coup, même chose, comme c'est mon premier roman, j'ai un palmarès avec les éditeurs qui est légèrement plus faible. C'est donc ma première éditrice, Héloïse d'Ormesson. Et c'est une rencontre qui s'est faite de manière assez classique, puisque j'ai bazardé mon manuscrit aux 4 coins de la France, on va dire. Et après quelques refus, j'ai eu cette réponse positive de la part d'Héloïse d'Ormesson. Et c'est une aventure. Encore une fois, j'ai pas de moyens de comparaison, mais en tout cas, je suis très content pour le moment. Et c'est une relation que je qualifierais de bienveillante et parfois peut-être un peu trop. Je m'arrêterai là-dessus. Bon, alors voilà, je voulais parler un peu autour. On est évidemment là pour parler d'Obsolète et de La Roche. D'abord,
comment vous, Sophie, vous résumeriez le roman et pourquoi l'avez-vous écrit ? Résumer un livre, c'est très difficile. Je suis très nulle en résumé. Mais pour vous dire rapidement, c'est l'histoire de Rachel qui aborde la cinquantaine en 2224. Elle est coiffeuse, elle est mariée à un archéologue, elle a 2 enfants. Et c'est l'heure pour elle de partir, puisqu'en 2224, lorsque les femmes atteignent la cinquantaine, elles sont appelées à quitter leur foyer, à être collectées et à être envoyées au domaine des Hautes Plaines, où se pratique ce qu'on appelle le grand recyclage. C'est un événement commun à toutes les femmes dans leur vie. Elles y sont préparées depuis l'enfance. Les petits garçons aussi sont préparés à voir leur maman partir, leur femme partir. Ce roman nous raconte comment, les quelques semaines avant ce départ, qui vont être troublées par la découverte du cadavre de 3 petites filles du village, parce que ça se passe dans le Pas-de-Calais en 2224, là où tout se passe aujourd'hui, hein, les problèmes d'immigration, réchauffement climatique, la montée des eaux, les villages sous l'eau. Donc on aura résolu tous ces problèmes en 2224, sauf le problème de fertilité et de surpopulation des femmes, ce vers quoi nous allons. Et donc il y a cette scène de crime qui est absolument inexplicable et qui a priori ne peut pas exister, puisque dans 2 siècles, il n'y aura plus de crime, puisqu'il n'y aura plus de raison de se battre, puisqu'il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus d'industrie, plus de pouvoir. Tout sera communautaire, partagé, bienveillant. On sera nettement moins con. Voilà, pour résumer Obsolète. Et comment j'ai eu l'idée ? C'est peut-être 2 questions un peu énormes en même temps. Alors, déjà, l'idée, c'est Yann Moix, qui, souvenez-vous, mesdames, en 2019, a déclaré que après 50 ans, nous étions vieilles, que le corps d'une femme de plus de 50 ans n'était pas extraordinaire du tout, et que ses yeux en étaient invisibles. Et quand il dit ça, moi j'ai 52 ans et je me tourne vers mon mari et je lui dis mais c'est vrai que je suis plus désirable. Et il me regarde en rigolant. Mais bon, il est peut-être pas objectif parce que mon mari est antiquaire de jouets anciens. Donc plus je vieillis, plus je prends de valeur à ses yeux. Mais ça m'a quand même turlupiné cette affaire et je me suis dit il faut quand même que je lui réponde de façon intelligente. Ça m'a pris 5 ans, 500 pages. Je ne fais pas que répondre à Yann Moix, je réponds à tous les hommes qui pensent comme ça aussi, et puis à toutes les familles, des femmes aussi qui le pensent. Et cette réponse, elle est aussi pour ma fille qui a 29 ans, qui ne veut pas d'enfant, et mon fils de 17 ans qui est éco-anxieux. Donc c'est vraiment un livre pour les gens que j'aime. Oui, alors je rebondis sur ce que vous dites. Je vous remercie de cette réponse. Moi, j'ai été fascinée à bien des endroits par votre livre. Je suis moi-même une quinca, donc ça a résonné très fort à cet endroit-là. Mais d'autre part, la société que vous avez inventée, que vous présentez là, qui est d'une richesse et d'une précision extrême, est extrêmement tentante aussi. Donc c'est pour ça que je voudrais, après avoir laissé Martin répondre aussi à la question, qu'on s'interroge ensemble sur le dystopie ou pas, quoi. Voilà. De quoi s'agit-il ? Martin, donc, est-ce que je peux vous laisser résumer La Roche et nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre ? Alors du coup, La Roche, c'est un roman imaginaire qui raconte l'histoire de 4 personnages qui vivent sur une île très urbaine où le bitume, le béton sont partout de manière assez envahissante. Et ces 4 personnages vont essayer de survivre et de quelque part renverser l'ordre établi à travers, avec des armes qui sont l'art, la poésie et une forme de sensibilité. Et du coup, en fait, donc voilà, ça c'est comment je résumerai en quelques mots. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que si je commence à rentrer dans les détails, je vais probablement me perdre un petit peu. Mais voilà, et pour répondre à la deuxième question, donc ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, je pense que déjà il y avait la nécessité d'écrire un roman, parce que du coup moi j'ai commencé avec des nouvelles et au bout d'un moment je me suis dit que j'avais envie d'écrire un roman, mais
c'est pas forcément évident. Enfin, l'envie d'écrire et trouver entre l'envie d'écrire et le fait de trouver le sujet, il y a une petite distance. Et en fait, j'avais une image qui en l'occurrence m'a été inspirée par quelqu'un qui est dans la salle, qui est un ami pianiste et très talentueux, en fait j'avais l'image de cette personne qui était dans une gare, donc une gare en France, et qui jouait au piano d'une gare dont les notes accompagnaient le départ d'un train qui filait vers un horizon et vers une destination complètement inconnue. Et j'avais cette idée que ce pianiste rêvait donc d'embarquer dans ce train, mais ne pouvait pas. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Et derrière, j'ai inventé tout ce qui a suivi. Tout est venu un peu naturellement pour justifier cette image quelque part et lui donner vie. Et donc on retrouve évidemment cette image dans le livre. Et voilà, tout le reste est venu graviter autour de ça. Alors c'est l'autre, je garde ma dystopie pour tout à l'heure, parce que c'est l'autre image commune très forte, très puissante à vos deux romans, puisque le rôle du train, le train qui part vers cette capitale ou les grandes terres, c'est ça Le domaine des hautes plaines. Le domaine des hautes plaines, excusez-moi. Dans les deux cas, c'est c'est un espace comme ça complètement idéalisé auquel les gens rêvent et croient et pour lesquels ils travaillent, où ils sont prêts à quitter leur famille. Pourquoi le train ? Et est-ce que comme moi, quand vous voyez là, par exemple, sur la couverture, mais même dans la manière dont vous décrivez ce train presque trop beau, pour être honnête, dans Obsolète, est-ce que, comme moi, vous avez aussi les images les plus sombres qu'on associe au train ? Et voilà, je pense évidemment au rail du train à l'entrée du camp d'Auschwitz. Cette image-là, moi, m'a fait penser à ça. Quel est votre rapport à tous les deux au train, à cette image-là ? Et est-ce que, comme moi, vous trouvez qu'il y a quelque chose de profondément angoissant aussi dans les trains de votre roman à l'un et à l'autre ? Il y a les deux. Moi, j'ai pensé, parce que dans Obsolète, ces femmes se font très belles le jour du retrait. On les appelle les retirées. Donc le jour du retrait, elles s'habillent de façon très très élégante, tailleur Givenchy, petit sac à main. Et donc elles montent à bord d'une petite navette qui va les collecter devant chez elles. Et elles arrivent donc devant ce train qui est à 150 mètres sous terre, puisqu'on ne circulera plus en surface dans 2 siècles, ce qui fera beaucoup trop chaud. Et on a ce gros problème dans 2 siècles qu'on a déjà aujourd'hui, qui est que quand il fait trop chaud, les rails deviennent tellement brûlantes qu'elles peuvent mettre le feu à la forêt environnante dès qu'un train passe ou qu'il y a une petite étincelle. Donc on sera à 150 mètres sous terre, et ce chemin de fer donc, qui est sous terre et roule à l'hydrogène. Et les trains sont dorés. Tous les trains sont dorés. Donc c'est à la fois le train d'Harry Potter, qui est un peu magique, à bord duquel les enfants partent en se disant « je vais vers quelque chose de merveilleux ». Et en même temps, c'est ce train qui va vers on ne sait où, peut-être le bonheur, peut-être pas. Et effectivement, il y a une image un petit peu après, quand elles arrivent sur le quai, où ces femmes sortent les unes derrière les autres avec leurs valises, leurs petites valises. Ça peut évidemment, ça fait référence aux images de la déportation. Oui. Moi, je dirais que le train, pour moi, c'est beaucoup plus... j'adore prendre le train, en l'occurrence. Moi aussi, hein. Ça n'empêche pas, moi aussi. Et je trouve que c'est un moyen de transport qui est extrêmement apaisant et beau, parce qu'on peut contempler les paysages, on voit, on prend conscience de notre mouvement, de notre déplacement, du changement de paysage, du changement de localisation, tout simplement. Et en l'occurrence, quand j'ai écrit La Roche, où effectivement il y a ce train qui part vers un ailleurs qu'on ignore, qu'on suppose idyllique, mais qui ne l'est pas forcément, je pense que j'ai pas du tout pensé au train d'Auschwitz, en l'occurrence. Mais il y a des gens qui ont fait effectivement le parallèle. C'est l'image, c'est l'image qui effectivement
et qui nous a tous marqués, mais je ne crois pas y avoir pensé, ou alors peut-être de manière inconsciente. Pour moi, c'était plutôt ce que le train a d'extrêmement poétique, justement pour ce que j'évoquais juste avant. Donc voilà, je pense. Mais moi, j'ai pas vu de noirceur là-dedans. C'est parce qu'il me semble quand même que, en cela, votre roman est vraiment une dystopie, alors que je me demande si le roman de Sophie est plus une utopie, en fait, si quelque chose entre les deux. Il y a quand même dans le train, ils essayent tous de partir dans le train, dans la roche, parce qu'on leur promet d'arriver à la capitale et d'y être heureux. Et pourtant, on sent bien que c'est probablement un mensonge et que c'est peut-être plutôt du danger qu'il y a au bout du train. Ouais, effectivement, c'est tout à fait ça, mais j'avais pas non plus... le train devient, dans la roche, un objet de désir immense et en même temps de crainte. Il y a même d'ailleurs certains personnages qui se méfient de ce train. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de mystérieux. Et pour moi, c'était avant de trancher entre le côté infernal ou idyllique, c'était vraiment cet aspect mystérieux du train qui file, en l'occurrence, sur l'océan. Et je trouvais que les rails sur l'océan qui filaient vers l'horizon, c'était assez beau en soi. Et du coup, c'était vraiment l'aspect mystérieux qui m'intéressait plus que de savoir si c'était... positif ou pas, dans un premier temps en tout cas. Oui. J'ai eu le sentiment que dans le roman, La Roche, le rapport à l'art est très, 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 très puissant, évidemment, la créativité et l'art, et que tout ce qui a à voir avec le fluide, qui est, je ne sais pas comment je définirais le fluide, c'est quelque chose entre l'art et la créativité, l'énergie vitale, quelque chose qu'on a en soi, et certains des personnages ont un fluide de plus grande qualité, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas plus précieux que d'autres. Ouais, en fait, dites-moi. Je voudrais aller vers la poésie de ça, en fait. À quel point l'art, la poésie, la créativité, même les couleurs sauvent ce monde de cet aspect terrible qu'il a. En fait, du coup, et comme vous l'avez sûrement compris, La Roche, c'est un monde qui n'est pas joli, où il y a beaucoup où en l'occurrence, l'esprit créatif et l'esprit critique sont réduits à néant, on va dire. Et du coup, il y a ces 4 personnages qui se battent en conservant un lien qui se battent en conservant un lien avec l'art et qui essayent de le faire vivre envers et contre tout sur cette île. Et en fait, dans La Roche, l'art est vraiment vu comme l'échappatoire, comme l'arme ultime pour combattre pour combattre une société totalitaire, une société qui uniformise l'humain et qui, en fait, plus que l'uniformiser, le déshumanise. L'art, c'est un peu, dans La Roche, c'est un peu l'ultime rempart contre la déshumanisation, et ça permet, c'est ce qui permet, et c'est un petit peu l'idée que j'ai de l'art dans notre monde, c'est ce qui permet à l'humain de rester humain et de s'extraire de la masse. Et effectivement, dans La Roche, il y a l'idée que, j'ai créé un concept, si je puis dire, qui est le fluide et qui est en fait une espèce de fluide, d'énergie qui circulerait en nous et qui serait justement l'incarnation de l'esprit créatif, de l'esprit critique, de la capacité de jugement, et fluide qui est potentiellement menacé chez chacun de nous aujourd'hui, et dans La Roche encore plus. Et je rebondis sur ce que vous dites là, parce qu'il me semble que dans les dernières pages, c'est un moment qui m'a particulièrement marqué, d'Obsolète. Il est dit justement que parmi les choses les plus précieuses à conserver, il y avait l'idée de la curiosité, de l'esprit critique,
de la capacité à réfléchir par soi-même. Alors, je ne voudrais pas trop dévoiler la fin d'Obsolète, donc je marche sur des œufs. Il y a surtout une société qui est dédiée à l'art, qui est dédiée à l'inverse. C'est en cela que c'est tout le contraire, en fait. Voilà, c'est en cela que je me demande si Obsolète n'est pas plus une utopie. Une utopie, c'est une utopie un peu sombre. Mais oui, quand même. Alors, voilà, qu'est-ce que vous en diriez? Positive. Ouais. Voilà. Effectivement, j'ai imaginé une société qui, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup évolué. C'est-à-dire que nous sommes tous les égaux les uns des autres, hommes, femmes, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre sexualité, nous sommes tous considérés de la même manière. Nous avons un droit universel à l'éducation, aux connaissances, à la culture. On a des cours d'art-thérapie dès la plus tendre enfance, des cours d'empathie également, dès qu'on arrive à faire du quatre pattes. On apprend à vivre ensemble, à vraiment... on est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus cultivé, beaucoup plus fin. En fait, on l'a tous, ce fluide. Quoi. Donc, il n'y a pas les privilégiés, il n'y a pas de gens supérieurs, il n'y a pas de gens inféodés à d'autres. C'est vraiment une utopie sous cet angle-là. Et effectivement, l'art est très présent dans mon roman, comme dans tous mes romans, parce que j'ai aussi pas mal hésité entre les beaux-arts et la fac de lettres quand j'étais au lycée. Et comme j'avais des problèmes d'orthographe étant petite, je dessinais énormément. Donc j'ai des paquets de dessins. Je représentais des paquebots, des princesses, des royaumes. Et quand je dessinais une maison, je dessinais le potager. Et quand je dessinais le potager, je dessinais les carottes. Et je dessinais aussi le petit vermisseau à côté de la carotte. Enfin, c'était incroyable tout ce que je pouvais mettre comme détail dans mes dessins. Mais vous écrivez comme ça, d'ailleurs. Et donc, je continuais à écrire comme ça. Donc, c'est merveilleux à quel point la c'est très détaillé. Ouais. Et puis, c'est aussi une société... donc, l'art, il y a un moment dans le livre où vous verrez, on refait toute l'histoire de l'art depuis la première empreinte palmaire sur les murs d'une grotte, sur les parois d'une grotte. Et on va jusqu'aux dernières images de 2224, puisque l'art est constitutif de ce qui est l'humain. C'est notre première façon de nous exprimer, c'est par le dessin. Donc c'est ce qui fait notre différence avec l'animal. On est les seuls à avoir cette activité-là. Donc elle est essentielle, elle est représentative de ce qu'est l'humain, et elle est partagée entre les hommes et les femmes depuis la nuit des temps. Il y a un exemple très représentatif du combat que je mène avec ce livre, qui est un combat non pas pour opposer les femmes aux hommes, mais au contraire pour bien montrer que nous sommes ensemble, que nous avons toujours été ensemble et que nous avons besoin les uns des autres. C'est la chasse. On a longtemps cru qu'à l'époque préhistorique, parce que les archéologues étaient essentiellement des hommes à cette époque, lors des premières découvertes, et que ces hommes avaient des femmes à la maison, ils pensaient que donc, la femme restait dans la grotte et que les hommes allaient chasser. Et on s'est aperçu très récemment, puisqu'on a enfin fait des études sur ces fameuses empreintes palmaires, de ces belles illustrations de scènes de chasse, on pensait que c'était que des mains d'hommes. Mais non, il y a des mains de femmes, parce qu'on a évidemment repéré qu'on n'a pas exactement la même main, notamment la forme du pouce est différente. Et effectivement, nous chassions avec les hommes. Alors, on s'organisait différemment, c'est-à-dire que les femmes, elles couraient, parce qu'on est beaucoup plus endurante, beaucoup plus souple, donc on pouvait vraiment parcourir, on faisait des repérages, on encerclait, on rabattait le gibier, et les hommes étaient plutôt devant, prêts au combat, parce qu'ils étaient plus forts, plus robustes. Et donc, c'est comme ça qu'on se partageait les choses. Donc, nous ramenions ensemble le beefsteak à la maison. Je rebondis sur cette idée du dessin. J'ai trouvé que dans votre écriture, pour décrire la roche, j'ai trouvé que la roche elle-même, les rues de la roche, les sous-fonds et tout ça, étaient extrêmement dessinées, étaient presque un personnage, comme si l'île elle-même, la roche elle-même, était un personnage du roman, et qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez cinématographique dans les descriptions extrêmement détaillées. Est-ce que vous avez conscience de ça, évidemment? Est-ce que vous avez du goût particulier pour ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec vos études de cinéma ou pas du tout? Alors oui, complètement, j'en ai conscience, et ça a tout à fait à voir avec mes études de cinéma, puisque c'est une idée que j'ai eue quand je faisais mes études. Et en fait, j'ai commencé à écrire La Roche sous forme de scénario dans un premier temps.
Et puis il me manquait, enfin c'était pas assez abouti dans ma tête, mais les premiers jets de La Roche oscillaient entre entre le scénario et le roman. Et donc en fait, c'est parce que c'est une image que je trouvais éminemment cinématographique, cette image du pianiste dans sa gare. Et en l'occurrence, c'est un roman qui, si je devais évoquer des inspirations, elle serait plus cinématographique que littéraire. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment écrit ce roman en imaginant ce que pourrait être chacune des scènes que je décrivais, chacun des dialogues, enfin à peu près tout. Et voilà, donc ouais, il y a vraiment cette envie de... En lisant Obsolète aussi, je me suis dit que ça ferait un film ou une série extraordinaire, parce que l'univers visuellement est d'une richesse immense. Comment est-ce que c'est venu le fait d'être à la fois, j'ai le sentiment que c'est à la fois un roman, et en même temps un polar quand même, puisqu'il y a cette scène de crime qui apparaît. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait deux mystères parallèles, deux mystères qui se tuilaient l'un à l'autre. C'était Vous aviez pensé ça avant ou c'est venu au fur et à mesure de l'écriture ? Je crois que je l'ai expliqué en début de rencontre. C'est-à-dire que c'était pas prévu au départ, la scène de crime. Voilà. L'aspect cinématographique du roman est d'autant plus renforcé que j'ai toujours écrit de façon cinématographique. Quand j'écris, je me projette les images. Je visualise vraiment les choses. C'est pour ça que les chapitres sont courts, toujours très caractérisés. On voit bien quelle personne parle. Les dialogues sont aussi très resserrés. Parce que ce sont des scènes qui sont consacrées au dialogue, quoi. Comme au cinéma. On voit bien les plans larges, on voit bien les zooms. Enfin, a priori, c'est une écriture qui vous accompagne et qui est aussi dans la poésie, dans la métaphore. Le côté cinématographique est d'autant plus renforcé pour ce livre que j'ai créé un blog, comme souvent pour mes ouvrages, sur lequel vous allez retrouver les images du livre. Parce que les maisons de 2224 existent déjà. Elles ont déjà été inventées par des cabinets d'architecture, et notamment des IA, avec la collaboration d'IA. Et c'est tout à fait passionnant pour moi d'avoir pu faire ce lien entre ce qui existe aujourd'hui, les innovations, par exemple, qui sont présentes dans le livre, comme un accumulateur d'énergie qui va conserver l'énergie solaire dans une petite boîte pendant des semaines, des mois, voire des années, et qui permet donc d'être totalement indépendant sur le plan de l'énergie avec juste des panneaux solaires. Et cette invention existe déjà aujourd'hui en Suède. Donc on peut mettre en place tout ce qu'il y a dans le livre, notamment le bioréfrigérateur qui consomme l'équivalent d'une pile de télécommande et dans lequel on met des objets à refroidir, enfin de l'alimentation à refroidir dans un gel qui est naturellement froid. Voilà, j'ai inventé évidemment cet univers, mais tout ce qui le peuple, que ce soit la façon dont les gens sont habillés, la façon dont ils se déplacent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils cultivent, leur habitat, leur environnement, tout cela est totalement réaliste et tiré à la fois de documents scientifiques, des prévisions du GIEC et de beaucoup de documentaires, de films, d'émissions que je regardais qui étaient consacrés à ce que serait notre planète dans 2 siècles. Je voulais une dystopie qui soit réaliste. Je voulais une projection qui soit réaliste, à l'encontre de toutes les dystopies que j'ai pu voir jusqu'à présent au cinéma, à la télévision, dans les séries, où systématiquement le monde dépeint est triste, gris, où les gens sont sous le joug d'un Big Brother, où on est empêché de parler, de créer, d'aimer, de jouir. Et dans Obsolète, tout est possible. On est même protégé contre nos émotions les plus terribles avec un bracelet. Alors ça, c'est une invention de ma part. En revanche, ça n'existe pas encore. Qui s'appelle un BMH, qui est un bracelet modérateur d'humeur et qu'on va proposer aux adolescents dès qu'ils ont 13-14 ans, au moment de la puberté. Et ce bracelet va modérer leur équilibre hormonal. Quand, par exemple, il y a une montée d'adrénaline parce qu'on a très peur, eh bien, ce bracelet permet d'abraser les pics et de garder le contrôle.
Donc il n'y a plus d'agressivité excessive, il n'y a plus de dépression. On est déprimé, mais pas de façon gravissime. On peut plus se faire du mal, on peut plus faire du mal aux autres. On est protégé contre le pire, notamment les montées de testostérone. Voilà, donc les hommes sont beaucoup moins belliqueux, ça va beaucoup mieux. Et j'aimerais qu'il se soit inventé ce bracelet, notamment pour éviter tous ces féminicides qui sont de plus en plus terrifiants à entendre, ce décompte à la radio. Est-ce que je peux prendre la liberté de lire moins d'une minute d'un extrait d'Obsolète, parce que c'est précisément celui-là qui me... Enfin, il y en aurait eu plein, hein, mais j'ai beaucoup aimé lire ça. C'est donc Rachel qui parle. C'est là que nous vivons, sur la rive heureuse d'un lieu éclos de ce rêve que peu d'hommes croyaient encore possible, celui d'une utopie qui donnerait tort aux récits futuristes imaginés au cours des siècles derniers. Prophètes en toque, écrivains sociopathes, philosophes déconfits, astrologues azimutés, informaticiens au bout du rouleau et cinéastes brinzingues, y sont allés franco pour dépeindre un avenir crasse, dominé par la violence, les machines, les cataclysmes et les aliens. Bouquet de traumas en évidence sur la commode, on y oppose les faibles aux puissants, la beauté à la laideur, le progrès au passé. L'humanité réduite à un gibier asservi, tel un troupeau de vaches abandonné à son sort dans un champ de ruines truffé de zombies. Une pauvre chose, sous le joug d'un destin tyrannique. L'espoir, on le ramasse à la petite cuillère. Combien de films, de livres aux projections pessimistes concentrés sur une source majeure qui répandrait le mal, faisant de la femme le sempiternel objet dont on dispose, mobilier jetable, androïde qui dit oui, Lolita presque à poil qui cherche son mâle. Une moitié de l'humanité avilie, affublée parfois de valeurs viriles pour faire d'elle une combattante dont le sacrifice, au bout du compte, ne serait pas tout à fait vain. Ce concentré de sottises avait forgé en moi une jeune fille optimiste, car l'évidence était là. Ce que je voyais autour de moi contredisait en tout point ces fadaises. Alors, est-ce que c'est une société dont on rêve, ou est-ce qu'elle est comme un tout petit peu angoissante, cette société d'obsolète ? C'est pas à moi de répondre, c'est vraiment au lecteur de se faire son opinion. Suivant les retours de lecture que j'ai, effectivement, les ressentis sont très différents. Parce qu'on se projette avec sa culture, avec ses acquis, avec ses références. Pour les personnes qui ont vu Soleil vert ou La Servante écarlate, ils vont plonger dans le livre en imaginant, en grisant vraiment tout ce que j'ai écrit, en noircissant aussi tout ça, les intentions. Souvent, les personnages on me dit, ouais, tu te rends compte, ils ont un bracelet qui les empêche d'avoir des émotions. Hein ? Non, mais c'est juste que ça abrase les émotions. Ça les empêche pas de jouir, de rire, d'être heureux ou triste. Simplement, ça les empêche. Il y a une grande part de la souffrance qui est retenue, et surtout de la violence. Donc, mais on est tellement habitués dans tous les films que dès qu'on nous met un bracelet, on devient des espèces de zombies. Voilà, on peut imaginer les choses autrement. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec Obsolète. C'est casser les codes de la dystopie, qui sont invariablement très négatifs pour les femmes, en l'occurrence. Alors, j'ai aimé Obsolète pour ça, parce que je ne savais pas trop ce que j'en pensais. Alors, j'ai très clairement passé un moment très angoissant, au cœur d'une dystopie très angoissante dans La Roche. Et j'ai infiniment aimé la place de l'art. Hein. Le personnage de Sol, qui est donc ce fameux pianiste qui joue dans la gare au début. J'ai été très sensible au fait qu'il m'a semblé que l'écriture, le langage même de Sol était musical, que votre écriture était toute particulièrement musicale. Quand elle est dans la bouche de Sol, oui, évidemment, c'est volontaire, tout à fait. Oui, c'est plus qu'au volontaire. En fait, effectivement, donc il y a ce personnage Sol qui est un des 4 personnages principaux qui prend souvent la place dans La Roche de narrateur et et du coup, donc on alterne en grosso modo 2 narrateurs qui sont un narrateur externe, moi, on va dire, et Sol.
et qui parle au jeu, donc au jeu JE, et qui a un langage qui est hyper, je dirais, assez brutal, violent, très familier. Et c'est un langage que j'ai énormément, j'ai eu énormément de plaisir et d'aisance en l'occurrence à écrire ce personnage, à écrire ces passages. Mais c'est vrai que ça a été travaillé dans la logique d'une musique, effectivement. Certaines personnes ont fait un rapprochement avec du rap parfois, parce que sa diction est assez cadencée, assez rythmée. Et effectivement, quand j'écrivais ce personnage, j'écrivais en lisant, en chantant quasiment, avec mes piètres talents de chanteur. J'écrivais en lisant ce qu'il disait, et les mots sont choisis, les phrases sont construites selon une logique, alors qui n'est pas de l'ordre du vers ou de l'alexandrin, mais il fallait que la quantité de syllabes par mot n'est pas du tout laissée au hasard quand il s'exprime. Et voilà, donc oui, il y avait vraiment cette volonté de musique. Est-ce que je peux prendre une minute pour en lire un micro-extrait aussi, parce que le langage de Sol est tout particulièrement savoureux, alors que je retrouve. Excusez-moi. Sol, solide, soldat, solipsisme, cherche, fouille, trifouille, farfouille, trouve, allez, soleil, trouve, merde, sol, sel, sale, cil, sule et solution. Je débloque avec nada dans la caboche et je crois que c'est le point final. Les mecs déboulent dans mon dos. Pépère, ils ne se pressent même pas. Je ne sais pas si je vais me débattre. Je n'ai plus la moindre force, rien. Un petit coup de jus et au dodo au sol. Soleil couché. Éclipse. Un petit bruit dans mes oreilles couvre leurs pas gros et gras de mecs trop lourds pour être agiles. Un petit bruit que je connais bien et qui se glisse en moi comme un éclair grisant. C'est une traînée de vibrations légères et douces, avec des variations un peu rustres qui en font tout le charme. Un petit bruit que je crois rêver en cet instant. Et soudain, je ne les vois plus. Les avant-gardiens qui grouillent comme des scarabées et les immeubles qui forment des forteresses. Là, juste en dessous de moi, 1000 paires d'ailes au moins luttent contre la bise et semblent m'inviter. Je dois halluciner. Ça y est, je vrille. J'ai le fluide qui part en sucette et les calots qui se perdent dans un imaginaire salvateur. Je cligne des yeux à m'en faire des pas de doigts et je fredonne un truc pentatonique, histoire d'accompagner le mirage. Là, quelques mètres en contrebas, le vaisseau de loup plane, tiré par ses fourmis. Je ne vais pas en lire beaucoup plus parce que je crois qu'on arrive déjà presque à la fin de cette rencontre. Il faut que je vérifie l'heure, mais il me semble... Oui, on a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter? Est-ce qu'il y a un aspect de votre roman, à l'un ou à l'autre, que je n'ai pas abordé, que je n'ai pas mis en avant et que vous souhaiteriez mettre en avant? La même chose. Si tu as une idée. Les hommes? Oui. C'est un roman dans lequel les hommes sont magnifiques. Ah, magnifique, ouais, absolument. Très touchant d'une manière ou d'une autre, que ce soit Keane Taylor, qui est le mari de Rachel, donc qui est archéologue, pas antiquaire de jouet ancien, mais pas loin. Il est archéologue et quand il apprend qu'on va lui retirer sa femme, il est totalement désespéré. Il est paniqué même parce qu'ils vivent ensemble depuis plus d'une vingtaine d'années et il ne veut pas qu'on lui prenne sa femme. Il a d'autant plus de difficultés à faire face à cette situation que lui-même a 58 ans et qu'il a déjà perdu une première épouse et une petite fille. Donc c'est quelqu'un qui est multitraumatisé, comme la plupart des hommes de ce roman, puisque, comme je vous l'expliquais, eh bien, ils vont voir partir des générations de femmes, les femmes de leur vie. Et donc Keane, lui, va se consacrer effectivement à ce mystère autour de la découverte de ces 3 petites fillettes dans une grotte et tout faire pour mettre de côté l'autre drame qu'il est en train de vivre, donc le départ de Rachel.
Et il y a un autre personnage qui s'appelle John Melnick qui, lui, ma foi, s'accommode de ce fait. Hein. Il est préparé au retrait de sa femme, Asna. Et de toute façon, avec Asna, voilà, c'était plus l'amour fou. Il y avait toujours de la tendresse, toujours de l'affection, évidemment, mais le couple était déjà au bout du rouleau. Et ma foi, lui, il est tout à fait partant pour repeupler la planète. Hein. Et John, c'est une espèce de cow-boy de western, quoi, qui mâchouille tout le temps son bâton de réglisse, et c'est un peu le Géo trouve-tout pour ceux qui ont la référence, qui va réparer tout dans le village, puisqu'on ne jette plus rien dans cette société. Il répare des machines à laver qui ont plus d'un siècle. En revanche, il est incapable de réparer les femmes, malheureusement. Mais il répare les machines à laver. Et ce personnage qui devait arriver dans le livre uniquement au début pour présenter le personnage de Rachel et donc justement montrer qu'il pouvait réparer sa machine, mais pas elle, était tellement intéressant. Il est arrivé avec son côté hyper pragmatique, avec une scène qui démarre par une simulation érotique dans laquelle il va s'immerger, qu'il s'est imposé à moi comme étant un des personnages principaux du livre. Mais il n'était pas du tout prévu qu'il reste. Il devait faire juste un chapitre. Donc ça fait partie de la magie de l'écriture, c'est quand un personnage s'amène, culotté, se met devant vous, il vous dit « Bon, bah voilà, maintenant, ma belle, tu vas faire avec moi, parce que je suis un des personnages principaux du livre, et tu ne pourras pas y couper. » Et ça, c'est magique. Quand les personnages s'emparent de votre livre, il faut les laisser faire, surtout les laisser faire. Ça, c'est une leçon que j'ai reçue d'un cinéaste, Bertrand Blier, que j'ai reçu quand j'avais 19 ans à la radio. C'est une de mes premières interviews de cinéma. C'était pour le film Tenue de soirée avec Depardieu et Miu Miu et Michel Blanc. Et je lui avais parlé de ces dialogues que je trouvais magnifiquement écrits. Et l'idée qu'à un moment, on avait l'impression que Miu Miu allait partir qu'il allait se passer un truc avec Depardieu. Et il me regarde et il me dit, mais effectivement, à un moment, les personnages se sont posé la question. Il faut savoir que les personnages sont comme des dés, qu'on les jette comme ça sur le tapis et que c'est eux qui décident de la manière dont ils vont se retourner. Et nous, on est juste là, à les regarder et à suivre ce qu'ils nous disent de faire. Ça, c'est vraiment une grande leçon d'écriture que je suis heureuse d'avoir reçue très, très tôt. Merci beaucoup. Du coup, ça me fait rebondir sur la relation, parce que pour le coup, on n'en a pas parlé, entre Daël et Lou, entre ce père et cette fille. Oui, bah justement, c'est l'idée que j'ai eue entre-temps. Déjà, oui. Je voulais remercier évident. Sophie pour cette belle leçon d'écriture que je reçois un peu plus tard que vous, mais que je reçois quand même. Et oui, moi, je voulais parler de Lou, notamment, qui est un autre des personnages principaux, qui est une petite fille qui a entre 6 et 7 ans. Et je voulais en parler parce que je pense que c'est mon personnage préféré dans le roman, parce que justement, dans cette île qui est pour le coup assez dystopique et noire, elle incarne la vitalité assez magique qu'on peut trouver chez les enfants, une espèce d'insouciance, de créativité et d'espoir. Et en fait, c'est un peu, c'est même complètement autour d'elle que les autres personnages vont évoluer, que les enjeux de chacun des personnages vont se faire, s'orienter. Et notamment son père, effectivement, d'elle, qui comme, je pense que ça parlera à pas mal d'entre nous, mais qui se pose la question dans le roman de quel monde il veut laisser à sa fille et en l'occurrence dans quelle mesure il vaut mieux lui cacher une partie de la réalité pour la bercer d'illusions et de rêves tant qu'il peut. Voilà, tout en essayant évidemment de faire de ses rêves des réalités. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à l'issue de cette rencontre. Je vous précise qu'évidemment, Sophie et Martin signeront leur livre tout de suite à la sortie. Donc, je vous invite à aller les attendre à la sortie pour faire signer ces romans que je vous recommande du fond du cœur, parce que j'ai eu un plaisir infini et à lire ces 2 livres et à rencontrer leurs auteurs et autrices. Merci beaucoup à vous.
Merci. Merci à tous.